Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cet événement virtuel organisé conjointement par les sections Nipissing et Québec du Conseil international du Canada. Nous remercions la section Nipissing qui a eu l'initiative de cette conférence. L'événement d'aujourd'hui est intitulé La fin des printemps arabes et l'échec de l'islamisme politique. Éléments de réflexion pour le Canada sur les limites de la démocratie libérale au Moyen-Orient. Nous sommes impatients d'entendre sur le sujet Dr Sami Aoun, professeur émérite de l'Université de Sherbrooke, un expert sur le sujet, et nous le remercions énormément d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Mon nom est Ronald Grégoire, président de la section Québec du Conseil international du Canada. Avant de commencer, je tiens juste à dire quelques mots sur le Conseil international du Canada, le CIC, qui est un groupe de réflexion associatif, non partisan et indépendant. Notre mission est de stimuler un engagement des citoyens dans un discours et des débats constructifs pour définir la politique étrangère canadienne. Nous avons pour but d'encourager une prise de conscience et une analyse critique des enjeux de la politique étrangère du Canada. Si vous n'êtes pas membre du CIC, nous vous invitons à le devenir. C'est très simple, vous allez sur conseillinternational.org et vous cliquez « Devenez membre ». Vous y verrez les détails sur la façon de procéder pour devenir membre. Mais pour en revenir à la conférence d'aujourd'hui, la journaliste Agnès Groudon, qui devait animer la conférence, a eu un empêchement. Donc, notre animateur d'aujourd'hui sera Manuel L'Italien, vice-président de la section Nipissing du CIC. Il nous en dira plus sur notre invité de ce midi. Sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Donc, Manuel, c'est à toi. Merci, Renal, pour cette belle introduction. Donc, je vais présenter Dr Sami Aoun, qui est professeur émérite à l'Université de Sherbrooke, où il enseigne depuis 2000. Il est directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal, donc à l'UQAM. Et finalement, il est aussi le directeur de la chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, chaire UNESCO PREV. Ses recherches portent principalement sur les enjeux et les conflits politiques au Moyen-Orient, ainsi que leur actualité politique internationale. Il est aussi analyse pour différents médias et la télévision de Radio-Canada où il commente l'actualité au Moyen-Orient. Dr Aoun a publié de nombreux ouvrages, dont Penser la citoyenneté, laïcité, pluralisme et l'islam en 2021, Le nouvel âge des extrêmes, les démocraties occidentales, la radicalisation et l'extrémisme violent co-dirigé avec David Morin et Silvana Albaba Douahi. La rupture libérale comprend la fin des utopies en islam en 2016, Printemps arabe, mirage ou virage en 2014, Barack Obama et le printemps arabe, le repositionnement de la politique américaine au Moyen-Orient en 2013, le retour turbulent de Dieu, politique, religion et laïcité en 2011, la liste continue, mais je vais me limiter à deux autres. Après le choc, Moyen-Orient, incertitude, violence et espoir en 2009 et en 2007, il signe aujourd'hui l'islam. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais vous céder la parole, Dr Aoun. Tout le plaisir est pour moi. Je suis vraiment honoré et enchanté. Monsieur Grégoire, président, je vous remercie certainement pour l'invitation avec monsieur Amir Taïeb, certainement, et pour le professeur l'italien, toute ma reconnaissance. Et certainement, le sujet d'aujourd'hui, qui serait encapsulé en quelques 30 à 35 minutes, donc il y a plus de survol que d'approfondissement, et il y a plus, si vous voulez, des phrases qui sont quand même assez expressives de la réalité. Ce que je me permets de vous proposer, si vous le permettez, selon le titre qui a été un sujet de concertation avec les organisateurs, la fin des printemps arabes et l'échec de l'islamisme politique. Donc, première partie, c'est quoi, qu'est-ce qu'on comprend par la fin des printemps arabes? Qu'est-ce qu'on comprend par l'échec de l'islamisme politique? Et aussi, dans le titre, vous l'avez remarqué, certainement sans doute, il y a un point d'interrogation. Et voilà, troisième composante que je me permets aussi d'élaborer, même rapidement, les éléments de réflexion pour le Canada sur les limites de la démocratie libérale au Moyen-Orient. Alors, comment la démocratie libérale au Moyen-Orient connaît certainement des dérapages, des entraves, où elle paraît presque improbable à un certain moment. Alors, si on commence avec la fin des printemps arabes particulièrement,
comme vous le remarquez, et c'est un constat. Au début, il y avait quand même une vague euphorique et quand même assez optimiste et qui croyait facilement et peut-être un peu d'une façon assez, je dirais, contournable, comme quoi ce printemps arabe va faire appartenir cet espace qu'on appelle l'espace géopolitique arabo-musulman particulièrement, on va le faire intégrer, introduire dans la grande vague de la démocratisation dans le monde. Et sur ce point, même si le début est euphorique, on voit aujourd'hui que la réalité est vraiment consternante. Alors, qu'est-ce qu'il y avait parce que c'est la même grille de lecture que je veux utiliser, si vous le permettez, pour comprendre les promesses du printemps arabe et comprendre les déceptions actuelles. Alors, dans la grille d'interprétation de la fin du printemps arabe, qui pourrait être la même pour sa fin, quelles étaient les promesses du printemps arabe? Idéalement, idylliquement, je dirais encore, il y avait des germes, des semences de ce qu'on appelle en Occident l'idéologie libérale ou l'idéologie de la démocratie libérale. Ce n'était pas si articulé et finement articulé, mais c'était quand même un certain début, une certaine articulation qui apparaissait beaucoup dans les slogans, surtout des manifestants, qu'ils soient en Tunisie, en Égypte ou ailleurs dans ces foyers de ce printemps arabe. Alors, quel est le point crucial dans cette idéologie? C'est voilà, il y avait une ambition ou un appel qui n'a pas été partagé par la suite, il faut concéder sur ce point, qu'il faut maintenant mettre en relief la liberté, la rendre la valeur la plus centrale, la plus pivotale dans la vision du monde de la culture arabe et la culture arabo-musulmane versus ce qui a été dominant tout au long de l'histoire moderne de ces États arabes, c'est-à-dire le primat de la libération. Libération des territoires occupés, libération avec confrontation contre le colonialisme, contre des puissances d'occupation qui viennent de là ou d'autre part. Deuxième point qui est important dans ce balbutiement, je dirais, de l'idéologie libérale, c'était le primat de l'individu. Mettre en relief l'importance de l'individu versus quoi? Versus le tribalisme, le clanisme, le confessionnalisme, le communautarisme. Alors, à ce moment, il y avait une vague qui continue d'ailleurs de sécularisation, de modernisation des sociétés, des cultures, de la sorte que l'individu va reprendre beaucoup de valeurs. Aujourd'hui, on voit quand même que, comme ça est arrivé que la libération a aussi été résistante, résiliente, aussi le communautarisme, comme on le voit en Irak, en Syrie, au Yémen et ailleurs encore, il va aussi peut-être étouffer cette ambition individuelle ou cette émergence de l'individu. L'autre point aussi où il y avait une promesse, c'est l'imputabilité, c'est-à-dire faire retourner au niveau du peuple soit la souveraineté, soit la puissance de alterner le pouvoir, d'où le slogan très fameux dégage, et aussi que le peuple a décidé ou le peuple veut. Alors, en ce sens, aussi sur ce niveau du peuple, alors on voit que le peuple, malheureusement, et il va rentrer dans quelques coins de ces foyers du printemps arabe, notamment les pays que vous connaissez, qu'il va devenir lui-même sujet de discorde, sujet de confrontation, soit à caractère ethnique, soit à caractère sectaire ou confessionnel, et ainsi de suite. En bref, les promesses du printemps arabe, pratiquement, partiellement et largement, ne seront pas tenues. Et cela va révéler beaucoup de points qui sont intéressants à comprendre dans la culture politique, dans l'anthropologie de ces sociétés arabes. Entre autres, est-ce que vraiment la question première, est-ce qu'il y a un terreau fertile, un terreau hospitalier pour ce qu'on appelle la démocratie libérale, ou de ce que le printemps arabe
a bien voulu et projeté sur l'alternance du pouvoir, sur la responsabilité des dirigeants et leur imputabilité. On va le voir certainement tout au plus. Maintenant, la question qui pourrait nous aider à saisir un peu et aller un peu rapido presto et faire un tour des quelques foyers de ce printemps arabe pour comprendre pourquoi il y a une fin avec un point d'interrogation, peut-être une agonie, mais peut-être il y aurait un sursaut par après. En ce sens, dans un de mes livres, j'ai dit que le printemps arabe n'a pas dit son dernier mot. Mais on ne sait pas sur ce point. On va certainement observer le cours de l'histoire pour ne pas essayer d'être tenté, malheureusement, de lire dans une boule de cristal. Alors, si je prends la Tunisie comme cas exemplaire et comme cas vraiment qui pourrait rayonner, alors on voit que la Tunisie était avancée quand même sur d'autres foyers du printemps arabe. Elle avait une certaine modernisation avancée, pas sur l'ensemble de la population tunisienne et non pas ces deux régions, mais quand même, il y avait un régime qui s'est engagé dans la modernisation, qui a adopté la laïcité, une des peut-être facettes de la sécularisation, une facette politique, et la sécularisation est plutôt socio-culturelle. Mais malheureusement, la Tunisie, qui promettait beaucoup, c'était un foyer lumineux, je dirais, et aujourd'hui, comme vous le remarquez, dans les derniers 100 jours, 110 jours, on voit qu'il y a ce que les adversaires du président actuel, Kais Saïed, appellent un coup d'État, mais quand même, il y a le résultat sans juger et évaluer ce qui arrive directement. Il y a eu un bras de fer entre le président actuel et la mouvance des frères musulmans, le parti Al-Nahda particulièrement, et son leader très connu, Rachid El-Khanouchi. Alors, en ce sens, la Tunisie va rentrer dans une période d'instabilité et de déstabilisation, et on se demande que ce modèle référentiel du printemps arabe, il est dans une mauvaise phase actuellement, et on souhaite que ça ne tarde pas beaucoup et que ça vraiment ne traîne pas beaucoup, sinon la Tunisie serait vraiment peut-être sous la menace de la discorde, sous la menace de vraiment des confrontations. Et en ce sens, le printemps arabe va aussi échouer à tenir promesse. L'Égypte, on a vu que les frères musulmans particulièrement ont pris le pouvoir au début, avec même un suffrage électoral, donc par le vote, et c'est pour la première fois il y a un président civil qui est à la tête du pouvoir, mais par après, on voit que le bras de fer entre, disons, les tendances civilo-militaires de la révolution du 23 juillet vont l'emporter soit par la contrainte, soit par le manque de popularité des frères musulmans et leurs efforts dans la gouvernance, de reprendre le pouvoir avec le président actuel, Assisi. Et on ne parle pas de printemps arabe, on parle maintenant plus d'une stabilité du pouvoir, mais en bref, un retour au même schème de gouvernance que l'Égypte a connu au moins depuis 1952, une alliance civilo-militaire et contre des forces politiques, soit de la gauche, mais surtout dans la question qui nous intéresse, les frères musulmans. Si on peut aller vers lundi, alors c'est le chaos total, où on voit l'effritement du pouvoir de Kadhafi. Et ce qui est un peu bizarre, on voit même que l'entité libyenne est menacée de démantèlement, de dislocation. Et sur ce point, on voit les rivalités et la Libye va connaître aussi un phénomène qui existe ailleurs, moins en Tunisie, mais surtout au Yémen et en Syrie, le double palier entre une guerre de procuration, c'est-à-dire une guerre indirecte d'intervention des puissances internationales et régionales, et aussi la fragilité de l'ordre étatique libyen, et on voit que cette société libyenne devient écartelée, éclatée, et
l'anecdote aujourd'hui, si je me permets un peu cette anecdote, on voit que le retour du fils de Muammar al-Kadhafi, Saif al-Islam, qui est candidat à la présidence de la Libye. Il y a tout un débat aujourd'hui en Libye, en plus certainement des confrontations entre des tendances islamistes et des tendances plutôt militaires, comme le général Haftar, et aussi des factions libérales ou libéralo-modernistes dans ce cas-ci. Si je vais vers le Yémen, aussi une autre catastrophe annoncée, après une longévité du pouvoir de Ali Abdullah Saleh, qui va finir par être assassiné lui-même, et on voit que le Yémen aujourd'hui est dans le gouffre d'une guerre aussi de procuration et aussi guerre de sectaire ou de discorde inter-islamique entre les Houthis, une milice zaïdite appuyée par l'Iran, et les autres armées nationales ou autres factions qui sont soit appuyées par les Émirats arabes unis ou par l'Arabie saoudite. En bref, le Yémen est dans l'enfer aujourd'hui de cette confrontation fraternelle entre les différentes composantes de sa population. La Syrie, c'est aussi très médiatisé et vous connaissez que ça a commencé avec une promesse de printemps arabe qui a presque adopté les mêmes slogans, dégage et liberté et dignité, et le peuple veut le changement. À ce moment, on voit que la Syrie, tout à fait, elle est sur une autre trajectoire, entre autres l'écrasement presque de l'opposition et les forces de l'opposition syrienne qui n'arrivent pas à vraiment faire face au régime Assad. D'autre part, on voit une sur-islamisation de l'idéologie et de la révolution syrienne, de la sorte que cela a fait fuir des tendances libérales ou des tendances démocratiques ou de la gauche. Et en bref, ce qui est plus un constat, c'est la survie du régime Assad. Et maintenant, même il voit qu'il est même sollicité pour une réouverture avec les puissances arabes, comme les Émirats arabes unis particulièrement. Et on voit que aussi au niveau international, les Américains n'ont pas pris une position de renversement du régime, mais ils se contentent peut-être de gérer un peu la situation de loin, comme disait Barack Obama, en arrière-plan, leadership from behind, et on se concentre à frapper les cellules ou les poches de Daesh et des terroristes islamistes comme Al-Qaïda. Alors voilà, en bref, si vous voulez, ce qui est arrivé en général dans la fin des promesses du printemps. Si je me permets maintenant de mettre un éclairage sur l'islamisme politique en tant que tel, c'est un terme qui est un peu large. Ça peut englober les salafistes, ça peut englober les frères musulmans. Mais disons que la mouvance islamiste en général, qui a comme point central de mettre l'islam au centre de la gouvernance, au centre de la politique et le centre, si vous voulez, du changement politique. Alors, en ce sens, l'islamisme politique, dans ma tête, plus les frères musulmans pour ne pas aller s'éparpiller dans d'autres factions. Certainement, les frères musulmans ont un slogan très fameux, c'est l'islam est la solution. Malheureusement, ce slogan n'a pas pu vraiment être appliqué. Soit que les frères musulmans sont restés plutôt dans les limites de la prédication et n'ont été quand même incapables de sortir de la prédication vers la gouvernance appliquée, c'est-à-dire aller faire une programmation politique, une programmation comment on exécute ces slogans, et en ce sens, je pourrais dire, c'est la première entrave. Deuxième entrave, c'est quand les frères musulmans sont tombés dans les rivalités régionales, particulièrement. International, à vrai dire, au début du printemps arabe, il ne faut jamais l'oublier, que l'administration Obama regardait avec un bon œil l'arrivée de l'islamisme
politiques et particulièrement les frères musulmans, qu'ils soient en Tunisie, qu'ils soient en Égypte, qu'ils soient ailleurs, Libye, Yémen et autres. Alors, et la Syrie, c'est-à-dire, on croyait dans l'administration Obama particulièrement qu'on a besoin de cet islamisme politique étatiste, c'est-à-dire qu'il y a la priorité pour lui de voir comment on peut gouverner au nom de l'islam versus un autre islamiste qui est le plus combatif, qui cherche à frapper le grand Satan, l'Occident. Alors, au lieu d'un islamisme transfrontalier, on a essayé d'encourager un islamisme politique étatiste qui, seule condition que l'administration américaine a posée, que ça vient par les urnes, par la voie élective et non pas par la force, le coup d'État ou autre. Cette affaire-là, maintenant, je vois qu'elle est désenchantée et elle n'est plus vraiment sur la table, sauf, entre parenthèses, ce qu'on a vu en Afghanistan avec les talibans, on voit un retour d'une certaine convergence d'intérêts, je dirais, pour ne pas dire alliance, entre les talibans et les États-Unis. Alors, voilà, mais ça, on peut le garder par après parce qu'il aurait des conséquences. On ne sait pas comment, mais pour l'instant. Deuxième rivalité, ça, c'est ce qui nous intéresse plus parce qu'elle est plus efficace à mon sens, c'est quand les frères musulmans sont tombés dans les rivalités entre les Émirats arabes unis d'un côté, qui est une puissance qui certainement ne cache pas sa volonté, son vouloir, sa détermination à limiter, même à faire étouffer la mouvance des frères musulmans. L'autre part, aussi sur ce sens, l'Arabie saoudite est à peu près dans le même giron. Mais d'autre part, il y a le Qatar qui lui-même certainement est très engagé à promouvoir la mouvance islamique en général. Et le Qatar joue un très grand rôle d'intermédiaire entre l'Occident et les frères musulmans, de dialogue et autres. Et certainement, le Qatar a une diplomatie de chéquier qui est très connue. Alors, il va pousser les frères musulmans vers l'ascension au pouvoir. Mais aussi, il y a une puissance qui est très importante, c'est la Turquie, qui a représenté pour le printemps arabe un modèle référentiel, c'est-à-dire un modèle qui peut dire en bref, et la Turquie est gouvernée par des islamistes, M. Erdogan particulièrement, et c'est l'ami de l'Occident, et c'est un membre du bras armé de l'Occident, l'OTAN, et aussi c'est une démocratie. Et il y a des institutions étatiques très développées, une économie très développée d'ailleurs. Alors, sur ce sens, la Turquie va dire que, regardez, n'ayez pas peur, si les islamistes prennent le pouvoir, ils vont me prendre comme modèle. C'était vrai pour un certain moment, ça n'a pas réussi. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est le recul des parents. Alors, le Qatar et la Turquie, par pragmatisme, changent, si vous voulez, leur tactique à l'égard des frères musulmans. On voit que la Turquie se rapproche de l'Égypte, alors les frères musulmans vont payer le prix, c'est-à-dire on essaye de les soit limiter leur activité en Turquie. Le Qatar va négocier le retour de la fameuse chaîne de Jazeera au Caire, et on voit que aussi la Turquie, l'Égypte et le Qatar se rapprochent sur cette question. Alors les frères musulmans, en ce sens, perdent limitativement, je dirais, un appui qui venait de la Turquie et du Qatar. Et c'est en ce sens que cette transition du printemps arabe et ses promesses se fragilise de plus en plus. De un, il y a une fragilité dans l'ordre étatique et l'ordre social dans ces sociétés concernées. On voit que le Moyen-Orient est très fragmenté. On voit que la notion de l'État-nation est très fragile, et même parce que les frontières soit sont arbitraires, soit parce que on voit quand même une difficulté à rebâtir
un État-nation moderne avec le printemps arabe. Tout à fait le contraire, on s'engouffre dans des conflits. Pire, tous les grands conflits dans la région qui ont presque été les tendances lourdes de l'échiquier moyen-oriental et arabo-musulman restent les mêmes. Qu'il soit le conflit israélo-palestinien sans solution, qu'il soit les séquelles de la guerre Iran-Irak sans solution, la polarisation entre l'Iran et les pays arabo-sunnites, c'est la puissance persano-chiite, si vous voulez, versus le monde arabe est là. Israël est toujours un point lourd dans l'échiquier et sur l'échiquier, et certainement même on voit quelque chose qui va reprendre et étouffer encore plus ce printemps arabe, c'est, je dirais, le glissement de l'ennemi. Dans les régions du Golfe, dans son ensemble à peu près, on voit que l'ennemi n'est plus Israël, c'est plutôt l'Iran, qui est plus une source de menace d'après eux, d'après leur perception, de leur existence, de leur pouvoir, de leur stabilité. C'est ce qui explique d'ailleurs que les Émirats arabes unis, le Bahreïn, même le Soudan, le Maroc, vont sceller des pactes pacifiques avec Israël et ce qu'on appelle maintenant communément la paix abrahamique. Alors voilà, c'est ce qui va laisser les régions qui étaient quand même soufflées par le printemps arabe à part. Le Proche-Orient, Irak, Syrie, Liban et même un peu la Palestine sont dans une crise existentielle, économique, sociale et une instabilité majeure. Et c'est ce qui fait un peu, si vous voulez, cette impression que le printemps arabe n'arrive pas à décoller et ses promesses ne sont pas nécessairement bien tenues. Je m'arrête un peu en finale pour un peu les frères musulmans avant d'aller un peu, si vous voulez, vers la démocratie libérale, pour clarifier un point. C'est vrai que la mouvance islamiste, que les frères musulmans passent aujourd'hui pratiquement dans un revers. Ils sont incapables de prendre le pouvoir et quand ils prennent le pouvoir, ils le perdent. Mais aussi, on ne peut pas parler vraiment d'une fin de cet islamisme politique pour une simple raison. C'est que de un, la situation géopolitique culturelle permet toujours une opposition au nom de l'islam des réalités présentes, qu'elles soient au niveau moral, qu'elles soient au niveau géopolitique, au niveau politique. De deux, l'islam a toujours une certaine source nourricière des liens entre le politique, le social, le culturel. Et cela n'est pas vraiment arrivé à un point où on peut parler vraiment d'une double autonomie entre l'islam et la politique. C'est difficile. Les mouvements traditionnalistes, conservateurs, font de la sorte que cette idée d'une séparation de l'État et de la religion, elle est présente. Elle est, je dirais, à des appuis, mais non pas à un niveau vraiment qui pourrait changer la donne ou limiter, si vous voulez, la mouvance islamiste en ce sens. Et ce qui est malheureux, que la réponse aux islamistes, on retourne à la case départ, c'est une répression sécuritaire, mais comme vous le savez, l'approche sécuritaire est incapable vraiment de dire le mot de la fin du succès de la démocratie libérale. Alors, pour arriver sur cette démocratie libérale, qui est la dernière composante de mon intervention, alors voilà, on a un problème majeur qui est, oui, il y en a des structures de ce qu'on appelle la démocratie libérale. Et on l'appelle procédurale. Mais les structures ne sont pas accompagnées par des valeurs libérales. Et ça, c'est je dirais, une limitation majeure. On peut avoir des élections, mais on ne peut pas nécessairement dire que ces élections tournent autour des valeurs libérales. Et c'est ce qu'on voit, par exemple,
ici et ailleurs, la Libye, en Irak particulièrement, même s'il n'est pas dans le printemps arabe directement, ou même au Liban, et on le voit, et que le clivage sont plus au niveau sectaire, au niveau ethnique, et non pas nécessairement autour d'un débat sur les valeurs citoyennes, sur les valeurs de la laïcité, sur les valeurs du libéralisme en général. D'où la consternation. La consternation vient sur différents niveaux. La première, c'est que l'Occident a instrumentalisé beaucoup cet islamisme. Il l'a instrumentalisé contre l'Union soviétique, et comme je viens de souligner, il a été instrumentalisé pour sortir de l'Afghanistan avec le retour des talibans. Alors, comment faire entre un Occident qui veut et qui réclame une démocratie libérale, le respect des droits de la personne selon les modalités occidentales, et en même temps, il renforce l'islamisme en le jouant comme un cheval de bataille. Ça, c'est, je crois, une première obstacle majeur de la démocratie libérale dans cet espace du printemps arabe. Deuxième point, c'est la résistance, la résilience de ce que j'appelle les valeurs fondamentales en profondeur, les valeurs asiatiques. Parce que dans cette région, il y a des valeurs conservatrices, traditionnelles, qui ne sont pas nécessairement au même diapason des valeurs et de codes de conduite qui est dominant aujourd'hui en Occident, ou ce qu'on appelle les valeurs de la modernité qui, dans les derniers siècles, ont triomphé en Occident. Dans cet espace, la bataille est toujours ouverte. Alors, est-ce que vraiment on est de retour à une phase au début du printemps arabe? Oui. Au début du printemps, c'était l'euphorie, comme je disais, la fin de l'exceptionnalisme antidémocratique dans cet espace. Aujourd'hui, et malheureusement, on revient à la théorie de Samuel Huntington, c'est-à-dire que cette démocratie libérale est une affaire sui generis occidentale, elle n'est pas universalisée. Et il croyait en tout cas, que, et c'est maintenant c'est plus partagé qu'auparavant, que vraiment il y a des régions dans le monde, avec la Chine, avec la montée de la dictature chinoise, avec M. Poutine, avec son rejet de la démocratie en Russie. Alors, on voit qu'il y a plus dans l'espace arabo-musulman une attraction vers ce modèle chinois ou ce modèle russe qu'une attraction vers la démocratie libérale occidentale, si je souligne bien le terme, en ce sens que l'Occident fait une confusion dans les esprits. Est-ce que c'est l'Occident dominant impérial ou c'est l'Occident des valeurs libérales? Alors, en ce sens, l'Occident va révéler encore une faille importante. Il est incapable d'équilibrer ses propres valeurs appliquées à l'interne avec ses intérêts qui sont le facteur de promotion de son influence à l'extérieur, particulièrement dans cette région. Alors maintenant, la question qui touche un peu la diplomatie canadienne, sans que j'apparaisse comme un donneur de leçons, pas du tout, c'est simplement pour réfléchir plus en profondeur. Cette diplomatie canadienne va se poser la première question, est-ce qu'on peut vraiment exporter la démocratie? C'est un point. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'avoir un élargissement des démocraties ou non? Première idée. Deuxième idée, qu'est-ce qu'on fait avec cette nostalgie au despote? On voit maintenant dans le monde arabe un phénomène, je dis vite, il est maladif, hein, et il n'est pas nécessairement sain, pratiquement. Nostalgie à Saddam Hussein, nostalgie à Kadhafi, nostalgie à Ali Saleh. Donc on dit que cette démocratie n'a apporté que vraiment beaucoup de chaos, beaucoup d'instabilité. Et voilà, la question qui va être ouverte pour toute diplomatie, qu'elle soit canadienne ou occidentale, est-ce que cet espace est capable de renouer avec un certain moment libéral
est-ce qu'il y aurait une modernité islamique, arabo-musulmane, qui pourrait, à un certain moment, mettre fin aux guerres civiles, mettre fin aux, je dirais, les dissensions sectaires et autres, et stabiliser la gouvernance dans ces régions. Ce sont des questions qu'il faut garder un peu ouvertes. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et j'attends les questions, s'il vous plaît. Merci, Dr. Haroun, pour ce survol. J'ai beaucoup appris. Je dois vous avouer que c'est un point de la région du monde que je connais un peu moins. Nous avons une question la suivante. Quelles seraient, selon vous, des attentes réalistes de la part de l'Occident pour le type de démocratie dans les pays que vous avez mentionnés? Exactement comme ici, un dirigeant fort, mais avec un parlement pluriel, une corruption sous certains contrôles, etc. J'invite d'ailleurs les participants à envoyer leurs questions, parce que pour l'instant, on a juste une question. J'en ai aussi préparé au cas où, mais voilà la question. Je peux la répéter si vous voulez, Dr. Haoun. Est-ce que vous voulez que j'ai saisi un peu, peut-être dans ma dernière intervention, la dernière ligne, c'est ce que je voulais dire au juste. C'est-à-dire, si jamais cet espace ne trouve pas sa propre formule de modernité politique, sa propre formule de démocratie, sans que ce soit des raccourcis, sans que ce soit quelque chose de superficiel, en profondeur, parce qu'à vrai dire, il faut certainement prendre conscience que la solution devrait premièrement, principalement, sortir des élites de ces sociétés. Ces élites qui connaissent un peu plus que d'autres élites leur situation. Malheureusement, si l'Occident devrait faire quelque chose, c'est vraiment faire de la pression pour que les règlements des divisions soient pas via la violence, via l'excommunication, via les accusations rapides de trahison, via que les élites qui se réfèrent au modèle démocratique libéral ne soient pas taxées d'être vendues à l'Occident. Alors que vraiment, on aurait plus intérêt que garder le débat le plus serein possible et en profondeur. Malheureusement, l'espace moyen-oriental, sans tomber dans la naïveté, c'est un espace qui souvent il est sujet à des ingérences et des interventions extérieures qui font de la sorte qu'il est dans une instabilité. Je prendrai exemple, ce n'est pas toujours l'Occident. On parlait beaucoup de ce qu'on appelle le chaos constructif, c'est-à-dire créer une anarchie et de l'anarchie va sortir un nouveau modèle. Ça, c'est possible historiquement, on le sait, mais le fait est que les polarisations dans la région entre un régime iranien, à titre d'exemple, qui est clérical, qui a beaucoup de valeurs religieuses au niveau du pouvoir, et sectaire, parce que c'est une communauté minoritaire en islam, fait face à d'autres puissances comme l'Arabie saoudite avec l'alliance entre une tribu et une mouvance wahhabite aussi rigide et qui à peu près avance une lecture littérale de l'islam, disons. Alors, ces deux vont déstabiliser les autres pays, qu'ils soient la Tunisie, la Libye et autres. Alors, c'est malheureux ce qu'on fait. Est-ce que ça va prendre du temps pour vraiment que la démocratie procédurale atteint un niveau où on peut intégrer des valeurs libérales? Je crois, pour ne pas être mal compris, que l'islam, malgré toutes les lectures réductrices idéologiques, l'islam est capable d'être une source nourricière pour l'humanisme, pas nécessairement une démocratie, il y a aucune religion qui est démocratique, mais pour un humanisme, pour la centralité de la dignité humaine. En ce sens, on peut ouvrir. C'est loin de l'esprit aussi de comparer l'islam
au christianisme occidental. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on n'a pas les mêmes structures. On a ici des structures, disons, qui ne sont pas patriarcales ou une industrialisation très avancée. Alors, les comparaisons sont boiteuses en ce sens. Mais est-ce que cette région est condamnée? Pas nécessairement, pas du tout. Même. Est-ce que le modèle de démocratie libérale au Moyen-Orient a vraiment un avenir? Parce que vous en avez parlé, mais je me pose la question si on doit encourager son avènement et comment peut-on y arriver? Oui, certainement. Oui, en ce sens que je disais, il y a des valeurs en Occident qui sont des valeurs universalisables. Et ça, il ne faut pas le nier. On ne va pas rentrer maintenant dans la philosophie de la civilisation occidentale, mais depuis la modernité, on pourrait dire qu'il y ait des valeurs qui prêtent à une universalité. Et en ce sens, par exemple, l'idée citoyenne, j'ai donné d'autres exemples, mais la solidarité citoyenne, le lien citoyen qui pourrait dépasser et qui pourrait minimiser et certainement beaucoup des tensions à caractère clanique ou tribaux ou triboclaniques, ainsi de suite. Et aussi, il y a la question qui est très importante. Quel lien faut-il créer entre la religion et la politique? Ça, c'est un point essentiel aussi à suivre et à réfléchir. Parce que l'instrumentalisation du religieux a des conséquences très négatives, soit sur le lien citoyen, soit sur la performance de l'État. Alors, il faut bien saisir, avoir une bonne appréhension, compréhension de ce que le politique fait avec le religieux. Et sur ce point, je crois, c'est quand même assez universalisable. L'autre point qui est assez universalisable, c'est la critique de l'autoritarisme, la critique de la dictature. Et ça, ce sont des valeurs qui sont très importantes. On peut choisir un gouvernement stable pour un certain moment au nom d'un pouvoir autoritaire, mais ça ne pourrait pas être à long terme. Malheureusement, oui, il y a des défenseurs de cette stabilité autoritaire, si j'ose l'appeler, et on prend modèle sur autre que les modèles de démocratie libérale. Ce que l'Occident devrait faire, tout d'abord, respecter ses propres valeurs chez lui, c'est un. Deuxièmement, essayer de respecter ses propres valeurs dans sa politique étrangère et dans sa diplomatie. Et l'autre point, comment sauver ses propres intérêts tout en faisant la promotion de la démocratie libérale et les intérêts qu'il a pour les valeurs de la démocratie. Merci. C'est vraiment inspirant. J'ai d'autres questions. Est-ce qu'on peut parler de la fin d'un islam politique? Où en sont les frères musulmans? Vous en avez parlé, mais je vous invite peut-être à, si vous avez plus d'informations à communiquer sur ce sujet-là. Jamais on peut parler d'une fin d'une idéologie. C'est vrai, ils sont là depuis 1928. C'est vrai qu'ils ont une certaine malléabilité, une flexibilité dans ce qu'ils proposent, parfois dans travaillant un peu leur lexique, mais aussi ils sont comme d'autres partis politiques, ils ont de la ruse politique, ils peuvent aller sur At-Tamkin, comment ils peuvent s'enraciner, prendre de la force dans des démocraties libérales, ça c'est connu. Aussi, ils ont quand même, maintenant, ils passent par une période de division entre leurs leaders et ils ont un problème structurel sur ce point. Et maintenant, on ne sait pas, est-ce que cette division aujourd'hui, ce débat entre eux va mener à une nouvelle approche de la politique. On ne dit pas c'est la mort de l'islamisme politique. Comme je disais, l'islam lui-même comme culture pourrait être une source de reformulation des liens entre eux et la religion, c'est un. De deux, ce qui est intéressant de voir chez eux,
comme un mouvement d'islamiste, c'est à quel point il arrive, non pas par ruse, mais à accepter, à intégrer des valeurs de la démocratie. Ne pas utiliser la démocratie comme un instrument pour plus avoir de l'influence dans la prise de décision, par exemple au Canada ou dans les démocraties occidentales, mais que les valeurs de la démocratie soient vraiment, non pas à sens unique, mais non pas comme instrumentalisées, mais comme intégrées dans leur façon de traiter leurs propres problèmes à l'interne et aussi avec leurs coreligionnaires musulmans, parce qu'aujourd'hui aussi, chez les musulmans, c'est pourquoi on pourrait expliquer leur échec en quelque sorte, ces frères musulmans, parce que le musulman n'accepte pas facilement qu'il y ait quelqu'un qui le regarde avec condescendance au nom de l'islam. Le musulman ne veut pas qu'il soit jugé par un mouvement idéologique. Et ça, c'est un point à voir encore. Il y a l'égalité entre hommes et femmes. Pour l'instant, malheureusement, l'islamisme en général insiste beaucoup sur les apparences, la tenue vestimentaire. Et ça, il faut aussi essayer de le dépasser pour que cela accompagne, par exemple, pour la femme, la dignité égale homme-femme citoyen, non pas au niveau ontologique. Aussi, regardez, par exemple, la question du voile. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est un étendard religieux, un étendard de piété? Est-ce qu'il est étendard idéologique? Ce sont des questions qui sont vraiment confuses et ambiguës dans la tête de ceux qui perçoivent l'islamisme politique et ses agents ou ses partisans. Est-ce qu'on a de l'espoir pour la Libye? On va toucher un peu de la Libye. Je serais curieux de savoir. Oui. Non, maintenant, ils ont des élections je crois, le 24 décembre. Mais je ne sais pas comment. Les candidatures, maintenant, sont en train de se positionner. On voit un candidat des frères musulmans, M. Dubaïba, et qui se positionne bien. On voit le retour de Saïf al-Islam. On voit d'autres personnalités qui ne sont pas peut-être connues dans les médias occidentaux, mais qui sont assez intéressants. Maintenant, comment faire pour que ces élections, et c'est le malheur un peu du printemps arabe, les élections, c'est parfois un facteur de division ou d'aggravation de division. C'est malheureux, mais on va voir, est-ce que le Libyen va voter et s'aligner selon la loyauté pour la patrie? Est-ce que la patrie elle-même est sauvable? Est-ce qu'on peut vraiment la sauver? Ça, ce sont des points intéressants. Mais ce qu'on voit aussi, les interventions étrangères. L'échiquier libyen, vous avez les Émirats arabes unis appuyés par peut-être d'autres puissances internationales, appuyer le général Haftar et Aguil Ben Saleh et autres. Tandis qu'on voit le Qatar et la Turquie appuyer les frères musulmans. Alors, pratiquement, la Libye, non pas simplement son tissu patriotique est affaibli, il est fragilisé, mais on craint aussi que la Libye redevienne comme avant l'indépendance ou l'entité moderne, elle redevient en 3 composantes et chaque composante a ses problèmes internes. Voilà, c'est un point que le printemps arabe aussi a fait comme faire éclater la bulle. Ces États fragiles, arbitraires, qui sont faits tout au long de l'histoire, soit par intervention du colonialisme, soit par ailleurs. Maintenant, avec la question de la démocratisation, la question de la révolution du printemps arabe, si on peut l'appeler comme ça, on voit toutes leurs maladies éclater au grand jour. Je voulais vous remercier encore une fois, Dr. Aoun. Je n'ai pas d'autres questions qui m'ont été communiquées. Donc, je voudrais maintenant passer la parole pour le mot de la fin à Renald et à Amir. Et encore une fois, merci. Ça a été vraiment un honneur de vous avoir parmi nous, Dr. Aoun. Je vous en prie. Merci beaucoup, Dr. Aoun, pour nous avoir éclairé sur la situation très complexe au Moyen-Orient et les impacts possibles sur la politique étrangère canadienne.
Merci aussi, Emmanuel, là, pour avoir servi d'animateur. Et merci à tous pour votre participation et vos questions. Et désolé aussi pour le petit problème technique qu'on a eu. Je vais maintenant céder la parole à Amir, le président de la section Nipissing du CIC, pour le mot de la fin. Merci énormément, Ronald, Manuel et surtout Dr. Aoun pour cette belle présentation énormément complexe. Et ce qui m'a touché, c'est votre connaissance, c'est la région géographique, c'est énorme. Étant quelqu'un qui a grandi au Pakistan, l'islamisme politique m'a touché même en grandissant au Pakistan. Et oui, ça nous touche tous. Si je ne me trompe pas non plus, le printemps arabe cette connexion a été même faite du printemps arabe. Donc, les liens se trouvent parmi nous, parmi ces géographies, c'est sûr et certain. Avec ça, tout simplement, vous remercier, c'est ça. J'ai été vraiment touché, puis ce sont quelques thématiques que moi, j'adore explorer. Ça, c'est un livre même sur la consolidation de la démocratie libérale. Je suis en train de lire en ce moment même, si je la preuve. Et avec ça, je vous remercie pour toute cette remue-ménage pour moi. Merci à tous et à toutes. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Au grand plaisir de vous revoir. Merci infiniment. Merci encore.